Vigne Audio présente Le Serment calabrais par Adrien Vigne, lu par Pierre-François Orsini. Chapitre 26. Arrivé au viaduc de Seminara, Giorgio ordonne à Franco de s'arrêter et de sortir du véhicule. « Regarde, Franco, c'est ici que tout a commencé. » Le talus est couvert de feuilles mortes. La mousse et le lierre masquent les traces de peinture sur les murs de pierre. Le rail de sécurité a été remplacé. Le temps a passé. Il n'y a plus aucun signe de l'accident, hormis une vague trace de freinage sur la route. « Je t'en prie, réfléchis, tu vas être traqué par toutes les forces de l'ordre du pays. » Giorgio, narquois, contemple son ami. « Désolé de te faire perdre ton témoin pour le procès à venir, mais j'ai d'autres plans. Et toi, c'est là que tu descends. » Il prend sa place dans l'Alfa Romeo et par la vitre. « Tout compte fait, merci pour Chiara et les enfants. Tu leur as offert une chance de retrouver une vie normale, ce que je n'aurais jamais pu leur offrir. Je t'en suis reconnaissant. Attends, il y a d'autres moyens. Ciao !» Giorgio démarre et accélère. Les mots deviennent vite superflus, et de toute façon, il n'a jamais été doué pour les discours. Alors qu'il s'éloigne, il voit dans le rétroviseur Franco, au milieu de la route, lui faire de grands signes qu'il ne sait pas comment interpréter. Dans Seminara, longeant la piazza Victor-Emmanuel III, des images passées, souvenirs des cafés et de glaces qu'il partageait en famille le dimanche après-midi, lui reviennent comme des flashs accusateurs. Mais sitôt la piazza dépassée, l'urgence de sa situation chasse ses pensées mortifères. Conscient qu'il a gagné quelques minutes au plus sur ses poursuivants, il roule à tombeau ouvert sur les routes sinueuses de campagne. La radio de la voiture reste muette. L'alerte générale n'a pas encore été lancée. Giorgio spécule que l'inspecteur compte sur la balise du véhicule pour le localiser. Il lui faut à tout prix changer de voiture avant de se diriger vers son objectif. Ses pensées s'enchaînent à grande vitesse. Il sait où en trouver une, à Gioia Tauro, à condition que les carabiniers n'aient pas encore saisi tous les véhicules appartenant à la famille. Les 15 kilomètres qui le séparent de la ville sont avalés en moins de 12 minutes, malgré la circulation. Via Ticino. Il s'engage dans le parking ouvert, derrière l'église Maria Santa Porto Salvo, et gare l'Alfa Romeo dans une place vide, à côté d'une Jeep Cherokee. Choisissant la dernière rangée de voitures garées dans le parking, l'air de rien, il glisse la main sur la roue avant des voitures, à la recherche d'un précieux sésame. À la 4e tentative, une Lancia noire, il trouve une clé scotchée sur le dessus du pneu et s'en sert pour ouvrir le coffre. Il échange son arme de poche pour un Glock 9 mm et ses chargeurs, enfile une paire de lunettes de soleil et une casquette de baseball. Moins de 2 minutes après être entré dans le parking, il en ressort tranquillement au volant de la Lancia. Le quartier est animé. C'est l'heure de la sortie de l'école. Il a à peine couvert 200 mètres que déjà les hurlements des sirènes de ses poursuivants s'approchent. Avant de rendre visite à son vieil oncle, Don Ricci, Giorgio a un premier compte à régler. Par la nationale, il rejoint Palmi, entre dans la ville, contourne la Villa Mazzini pour se poster non loin du bar du même nom. Il sait que la personne qu'il cherche y a ses habitudes. Garé le long du trottoir, il ajuste le rétroviseur, s'enfonce sur le siège passager et attend. Il est bientôt 18h et le rituel ne se dément pas. Sa cible apparaît, s'appuyant sur sa canne, descendant à petits pas la Via Giovanni Bova pour sa partie quotidienne de 7,5 avec ses amis. Lorsqu'il arrive à la hauteur de la Lancia, Giorgio ouvre violemment la portière, propulsant sa victime à terre. Sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits, il le braque avec son arme. L'homme terrassé a un peu plus de 70 ans aujourd'hui, mais sa cicatrice est toujours aussi marquée sur sa joue gauche. Qui était le second tueur ? Allongé au sol, le vieil assassin le fixe sans ciller, puis se redressant légèrement lui crache dessus. Le coup de feu part. Touché au cœur, il retombe en arrière. Giorgio, sans un regard pour sa victime, remonte dans sa Lancia et file vers sa prochaine destination. Via della Stazione, la maison de Don Ricci surplombe la mer. Depuis son intégration dans l'Andrina dei Gorbani, Giorgio n'y est jamais retourné et n'a croisé son oncle qu'en de rares occasions.
La maison est en contrebas de la route. Alors qu'il roule lentement et passe une première fois devant la maison, Giorgio ne repère aucune activité suspecte et note quelques nouvelles constructions et des champs d'oliviers mieux entretenus que dans son souvenir. Il gare la Lancia dans une rue adjacente. Arrivé devant la propriété, il suit prudemment l'allée qui mène à la maison. Une Mercedes grise est stationnée devant le garage. Le moteur est froid. Le Glock à la main, il remonte le chemin pavé qui mène à la porte d'entrée, qu'il ouvre précautionneusement sans faire de bruit. Du seuil, il étudie cet intérieur qu'il connaît si bien, dont la décoration est restée quasiment inchangée depuis sa jeunesse. La maison semble vide. La porte vitrée de la salle à manger est ouverte sur la terrasse. Il traverse l'entrée et guette les sons dans les couloirs qui partent vers les chambres et la cuisine. Aucun bruit, si ce n'est le crissement sur le carrelage de la terrasse, du balancement régulier de l'immuable fauteuil à bascule de son oncle. Giorgio traverse la salle à manger jusqu'à la terrasse à pas de loup, s'approche de son oncle par derrière et braque le Glock sur son crâne. « Bonsoir, zio !» Don Ricci tourne la tête. Il a vieilli. Ses joues sont creuses, la peau blanche presque translucide. Ses lèvres, autrefois droites, tombent de chaque côté de sa bouche, accentuant l'impression de vieillissement. Ses yeux gris ont perdu de leur éclat, cet éclat dur et froid qui impressionnait tant Giorgio, enfant. Malgré les derniers rayons de soleil, le temps est frais. Un plaid recouvre ses jambes. Giorgio, en personne. Il tente de se lever, mais Giorgio appuie le canon du Glock plus fortement sur son crâne dégarni. Don Ricci se laisse retomber dans son fauteuil. « Zio, n'auriez-vous pas omis de me raconter quelque chose ?»« Et toi ? Est-ce toi qui as exécuté Gianni ?»« Moi ou un autre ? Quelle importance ?» Vitelli l'avait averti de cesser de ces trafics minables qui exposaient tout le monde. Le jour où il a voulu doubler la famille en volant le chargement de cocaïne contenu dans un container du cartel de Cali. Rocco n'a pas apprécié. « Tu as assassiné mon fils. » Je l'ai averti, je ne sais combien de fois, mais il ne m'a jamais écouté. Mais, parlons en famille. Vous avez envoyé vos tueurs assassiner le papa et Don Ferrare qui ne vous avait rien fait. Pourquoi ? Pas pour le pizzo. Des menaces auraient suffi. Pour vous approprier leurs usines, c'est ça ? Je ne sais pas qui te fait croire que j'ai ordonné leur meurtre. La mama. Elle l'a su par la suite et l'a écrit. C'est pour cela qu'elle est retournée au village. Loin de nous, loin de toi, son frère maudit qu'elle n'avait plus l'énergie de combattre. Don Ricci soupire et ferme les yeux. C'est la première fois que Giorgio le voit en proie à une émotion, lui d'ordinaire si dur. Tu sais, Giorgio, c'était une autre époque. La vie était plus dure. Tu es passé par là, toi aussi. Tu t'en souviens ? À l'époque, je m'étais engagé à former le fils d'un ami, le préparer pour le battezzando. Il devait accomplir sa première mission avant le serment. C'était le baptême du feu pour le fils de... Un reflet de lumière sur la terrasse alerte Giorgio, qui pivote, alors qu'un coup de feu sec retentit. La balle lui frôle le visage. Une ombre disparaît dans la salle à manger alors qu'il réplique, explosant la baie vitrée. Profitant de son inattention, Don Ricci se redresse avec une vigueur insoupçonnée, dévoilant sous son plaid un fusil à double canon scié qu'il braque sur Giorgio, qui tire instinctivement dans sa direction, puis effectue un roulé-boulé jusqu'au bord de la terrasse pour se laisser tomber en contrebas dans le jardin. Il se redresse en grimaçant de douleur pour s'adosser au muret de soutien. Son oncle a tiré une première cartouche visant la terrasse où Giorgio se trouvait une fraction de seconde plus tôt. Une pluie de chevrotines roule sur le carrelage et tombe en pluie autour de Giorgio. Dans son roulé-boulé, il a perdu son arme sur la terrasse. Il est sans défense, cherche désespérément du regard, une échappatoire, mais le terrain autour de lui est à découvert. L'ombre de son oncle qui s'approche grandit au sol sous ses yeux terrifiés. Le fusil est un 2 coups. Giorgio relève la tête. Don Ricci, au bord de la terrasse, le domine et le vise sans que Giorgio ne puisse rien y faire. L'oncle dévisage son neveu méchamment, lèvres pincées sans bouger. Les secondes sont une éternité.
Une goutte, puis un filet de sang s'écoule à la commissure de ses lèvres. Il s'affaisse lentement sur lui-même et tombe en arrière. Soulagé, Giorgio respire profondément, conscient qu'il n'est pas encore sorti d'affaire, l'autre tireur étant embusqué quelque part. Impossible de remonter sur la terrasse, trop haute depuis le jardin en pente. Il décide de la contourner pour rejoindre le chemin qui mène au garage. Dès le premier pas, il sent qu'il s'est foulé la cheville en tombant. La pente est sévère. Il progresse en claudiquant quand soudain il glisse et atterrit dans des ronces. Giorgio peste contre sa malchance, s'extirpe du buisson d'un coup, s'écorchant une oreille qui se met à saigner. Giorgio, ressuscité d'entre les morts, ce n'est pas banal. Il reconnaît la voix. Paolo Gorbani s'avance vers lui, le menaçant de son arme. Capo Paolo, où te cachais-tu tout ce temps, Judas? Capo, laissez-moi vous expliquer. Tu as trahi. Tu connais la peine. Il resserre sa prise sur l'arme. Vous ne comprenez pas. On a tenté de m'assassiner à Seminara alors que j'allais rencontrer Squale. Pauvre idiot. C'était un coup monté par les forces spéciales pour nous déstabiliser. Squale a tenté de t'extraire à Reggio, mais nous n'étions pas assez préparés. Il a dû prendre la décision qui s'imposait. Les forces spéciales à Seminara? Ils t'ont sorti de ton pick-up et transporté à l'hôpital. Capo, ils m'ont retenu dans une forteresse du Nord. J'ai résisté 3 mois avec presque rien à manger, sans voir le jour, avec des interrogatoires quotidiens. Ça compte ça, non? La trahison n'a pas de prix. Désolé, Giorgio. Il redresse son arme lorsque... Gorbani, déposez votre arme. La voix de Franco résonne depuis la terrasse. Le Glock de Giorgio à la main, il tient Paolo Gorbani en joue. Sans cesser de viser Giorgio, Gorbani lève la tête vers le nouvel arrivant. Mon frère, Rocco, est en prison et sera jugé à cause de cet homme qui vient de tuer mon parrain sous mes yeux. La justice doit s'exprimer. Laissez-moi l'envoyer en enfer. Il faut plusieurs secondes à Giorgio pour réaliser l'implication de la dernière phrase de Paolo Gorbani. Il bégaye tant la surprise est grande et la révélation un choc. Don Ricci? Votre parrain? Sur la terrasse, Franco s'impatiente. Je ne le répéterai pas 2 fois, Gorbani. Déposez votre arme, au sol. Détendez-vous, mon vieux. Donnez-moi votre prix pour me laisser filer, puis chacun part de son côté. Mais, auparavant, je me débarrasse de ce cafard. Réfléchissez, vous avez tout à y gagner. Puis, s'adressant à Giorgio, Gorbani poursuit. Ton père a refusé de payer le pizzo. Il est même allé jusqu'à déposer une plainte. Il y a des choses qui ne se font pas. Don Ricci ne pouvait pas laisser passer cet affront. Et puis, il y avait l'usine. Tout ce temps, vous et Rocco, vous saviez? Qu'est-ce que ça change maintenant? Décidez-vous là-haut, euro ou dollar? D'une voix forte pour que Franco l'entende depuis la terrasse, Giorgio lance. Alors mon père et celui du procureur, c'était vous, le second tueur? Surpris par la soudaine détermination de Giorgio, Gorbani le dévisage. Une sainte justice. Après le père, le fils et de la même main. Alors là-haut, quel est votre prix? Tu as attendu, Franco. Le voilà, le second assassin. Là, devant nous, qui me menace. Giorgio admire le sang-froid de Paolo qui recule tranquillement d'un pas pour prendre de la distance avec lui et, tout en le visant sans trembler, lève les yeux vers Franco. Franco? Franco Ferrare? C'est vous, Ferrare, la coqueluche des journaux? Félicitations, quelle presse! Beau travail! Inutile, mais très fort. Tire, Franco, tue-le! Non, Giorgio, c'est à la justice de trancher. Tue-le, je te dis! Nous avions passé un accord là-bas. Suffit, Giorgio. Gorbani, déposez votre arme. Ton copain a peur, Giorgio. Puis, s'adressant à Franco. Je parie que vous n'avez jamais tiré sur un homme, monsieur le procureur. Le ton ironique de Gorbani exaspère Giorgio, qui sent que Paolo prend l'ascendant et réalise qu'effectivement, Franco n'osera jamais tirer. Giorgio fixe alors Gorbani dans les yeux et fait un pas en avant. Mourir ici ou en prison. Gorbani redresse son arme. Le coup de feu part, mais c'est Franco qui a réagi le premier. Gorbani s'écroule. Putain, Giorgio, regarde ce que tu m'as obligé à faire. Nous avons vengé nos pères. J'ai exécuté le balafré avant de venir ici.
Ils entendent des sirènes se rapprocher. Je ne devais pas. Ce n'est pas ce que nous avions convenu à Seminara. Encore sous le choc, Franco tremble. En entendant les bruits d'une course de pas précipitée, Franco se retourne vers la maison. Depuis le jardin, Giorgio ne voit plus Franco que de dos et l'entend s'adresser à un interlocuteur qu'il devine être l'inspecteur. Nous venons de retrouver Paolo Gorbani chez Don Ricci. Il menaçait Giocanti lorsque je suis arrivé. J'ai dû les abattre, tous les deux. Giorgio doit reconnaître que si Franco ne s'est pas tiré, il ment avec aplomb et l'innocente du meurtre de son oncle. L'inspecteur apparaît sur le bord de la terrasse et jette un œil à Gorbani effondré au sol, dévisage Giorgio un instant. L'ironie dans sa voix montre qu'il n'est pas dupe. Je vois ça. Ce n'est pas un procureur mais un shérif que nous baladons depuis ce matin. Quel timing parfait, vous deux. On reparlera de cet épisode et de votre collection d'armes plus tard. Dans l'immédiat, maintenant que nous avons récupéré votre précieux témoin, monsieur le procureur adjoint, nous rentrons au palais, s'adressant à Giorgio. Comme toutes les forces de l'ordre vous recherchent, votre présence ici est compromise. Matteo, on dépose monsieur le procureur au palais et cet abruti reprend immédiatement l'avion pour Fort Bar. Il ajoute alors qu'un carabinier menotte Giorgio. Donnez-lui votre veste, que Giocanti se confonde avec nous. L'inspecteur s'éloigne, tandis que le carabinier pousse Giorgio dans le dos et l'entraîne vers la route. Chapitre 27. Giorgio, assis aux côtés de l'inspecteur dans la 3e Alfa Romeo du convoi qui file vers Reggio, malgré l'ambiance tendue qui règne dans l'habitacle, s'évade du moment présent et se remémore les dernières paroles de Paolo. Il réalise qu'il se sera laissé abuser toute sa vie durant. Franco avait raison. Sa vie n'aurait été qu'un édifice sans valeur, sans fondement. Et quel édifice! Découvrir qu'après les mensonges de son oncle, Paolo, qui l'avait si fidèlement servi toutes ces années, était le meurtrier de son père, l'anéantissait. Les deux figures qu'il révérait l'avaient machiavéliquement trompé. Son oncle, avec la soi-disant dette des Giocanti, qu'il avait gobé sans discuter, et les Gorbani, avec leur confiance pour le bras armé de la famille. Quelle ironie! Voilà qu'à présent, c'était l'essence même de son engagement d'adulte qui était pulvérisé par ce mensonge entretenu depuis le soir de son battezzando. À la lecture de la lettre de la mamma, ses années de jeunesse s'étaient envolées en une fraction de seconde, laissant un grand vide auquel il avait à peine eu le temps de réfléchir, si ce n'est au sort qu'il réservait à son oncle et à son homme de main. À cet instant, lui revint en mémoire les mots de son professeur alors qu'il le soignait à l'infirmerie. « Giorgio, non si poggiano le fondamenta sulla sabbia. » On ne bâtit rien de solide sur du sable. Précisément du sable. Il avait évolué sur du sable mouvant toute sa vie. Chaque pas, chaque acquiescement, chaque meurtre l'avait éloigné un peu plus de la raison et de la société des hommes. Il était bien temps, pensa-t-il ironiquement, de réaliser qu'en exécutant les cibles qui lui étaient désignées, il avait en réalité anéanti la vie de familles entières, les privant d'un être cher. Bien sûr, certaines de ces cibles étaient des criminels, mais avait-il jamais songé à leurs proches, aussi innocents que Chiara et ses enfants l'étaient? Il tenta de se convaincre que même sans son intervention, ces familles auraient de toute façon traversé des tempêtes, ces événements imprévisibles, maladies, accidents, qui s'invitent sans avertissement dans nos vies. Giorgio secoue la tête. Il tente à nouveau de se disculper à ses propres yeux. La vérité, c'est que son autisme a entraîné Chiara et ses propres enfants dans une tempête qui a brisé leur vie. Matteo, assis à l'avant, interrompt ses réflexions. « Ici Charlie One, ETA 10 minutes. » Une voix anonyme répond via le haut-parleur de la radio. « Roger, Charlie One, on vous attend. » Matteo repose le micro sur la console. Il roule à tombeau ouvert sur l'autoroute en direction de Reggio. Giorgio reprend le fil de ses pensées. Sa vie, une suite de mensonges. On ment aux autres, ils vous mentent. Et pourtant, la vie suit son cours comme si de rien n'était, jusqu'au jour où tout explose. Si ce fichu inspecteur ne s'en était pas mêlé, merde, il était sur le point de tout plaquer, de partir avec Chiara. Sa vie aurait suivi son cours, simplement, normalement. Mais voilà, ses propres mensonges l'ont rattrapé, et sacrément rattrapé même. La chance insolente qui l'avait servi toutes ces années l'avait abandonné alors qu'il s'apprêtait à tourner la page,
et à s'engager dans une nouvelle vie. Il s'apitoie sur son sort, laissant filer ses pensées lorsqu'une révélation aussi soudaine que brutale s'impose à lui. Giorgio réalise que jamais les Gorbani ne l'auraient laissé en vie avec ce qu'ils savaient sur eux. Sidéré par cette révélation à l'aune de ce que Paolo venait de révéler comme du prix, comment avait-il pu être aussi naïf pour croire à leurs promesses ? Choqué par son manque de discernement, Giorgio est effondré. Sans l'intervention de l'inspecteur, lui et sa famille auraient disparu, probablement exécutés par son propre remplaçant. Trop tendu et focalisé sur la circulation, l'inspecteur à ses côtés ne remarque rien des pensées qui agitent Giorgio. Vu la tournure des événements, Giorgio se dit que, finalement, la chance ne l'avait peut-être pas abandonné. Il était toujours vivant, promis à un jugement et à la prison, bien sûr, mais toujours vivant. Reposant sa tête sur le dossier du siège, Giorgio ferme les yeux et accepte une fois encore et sans plus d'état d'âme qu'auparavant, le chemin que le destin trace une nouvelle fois devant lui. La voix de Matteo vient une nouvelle fois interrompre ses réflexions. « Ici Charlie One, ETA 4 minutes. » La voix anonyme résonne à nouveau dans l'habitacle. « Roger, Charlie One. » Matteo, nerveux, échange dans le rétroviseur un bref regard avec l'inspecteur avant de reporter son attention sur la circulation. Giorgio observe Franco de dos, assis seul sur la banquette arrière de la voiture qui les précède. Il est immobile, probablement perdu dans le fil de ses pensées, lui aussi. Giorgio réalise qu'il n'a encore pu le remercier de s'être accusé à sa place du meurtre de Don Ricci pour le protéger. Franco, sa dernière victime. Franco, sa brillante carrière compromise à cause de lui. Franco, son seul et véritable ami. Giorgio décide de rétablir la vérité sur l'enchaînement des événements en passant sous silence leur pacte à Seminara et la fausse prise d'otage. De toute façon, il va finir en prison. Autant décharger Franco des accusations qui pèseront sur lui. Giorgio sourit intérieurement. Ce serait peut-être sa première bonne action depuis bien longtemps. Il se tourne vers l'inspecteur. « Inspecteur, je dois vous... »« Ferme-la, Giocanti. Ce n'est pas le moment. » Le convoi quitte l'autoroute. Les 3 Alfa Romeo, sirènes hurlantes maintenant, foncent à travers la ville, ne s'arrêtant à aucun feu. Les rues défilent. Les rares passants les ignorent, habitués qu'ils sont aux convois et sirènes des forces de l'ordre dans cette ville, où il est estimé qu'1 habitant sur 5 a un lien avec l'Ndrangheta. Il est presque 20 heures, et en cette saison, la plupart des habitants sont déjà rentrés chez eux. « Ici Charlie One, ETA 3 minutes. »« Roger, Charlie One. » Le convoi contourne la place autour du Castello Aragonese, s'engage via Marvasi, puis sur la Via Sant'Anna II, qui mène droit au palais de justice. Plus que quelques centaines de mètres. Il longe un terre-plein planté de gazon et d'arbres qui séparent les 2 voies de circulation. Le feuillage rougeoyant des platanes leur fait de l'ombre. Si près de leur destination, la tension se relâchait dans la voiture, lorsque soudain, une camionnette jaillit bloquant la rue, obligeant la voiture de tête à freiner brutalement. Simultanément, des hommes cagoulés surgissent et mitraillent les occupants du premier véhicule, tandis qu'un autre se positionne face à l'Alfa Romeo de Franco, un lance-roquette à l'épaule. Avant que le carabinier assis à l'avant ait le temps de sortir, l'homme tire sa roquette. L'Alfa Romeo explose dans une déflagration qui la soulève de terre, alors que le réservoir d'essence de la voiture explose à son tour. Lorsqu'elle retombe au sol, ce n'est plus qu'une carcasse que les flammes consument. L'inspecteur ordonne à notre chauffeur de faire marche arrière, mais d'autres véhicules se sont déjà engagés derrière eux. L'inspecteur et Matteo se glissent hors de la voiture pour se mettre à couvert derrière une Peugeot en stationnement le long du trottoir. Le conducteur, allongé sous les sièges avant pour se protéger, réussit à saisir le micro de la radio et appelle les secours. L'homme au lance-roquettes s'avance vers leur voiture. Touché par un tir mortel de Matteo, il s'effondre. Tout ce temps, Giorgio contemple l'amas de ferraille en feu, d'où s'élève une épaisse fumée noire, murmurant « Franco ? Ils ont tué Franco ?» Malgré le danger, il ne peut détacher ses yeux du brasier. Le conducteur l'exhorte à sortir. Il ne l'entend pas. Il est hébété, figé. « Giorgio, c'est vous qu'il vise. Bougez-vous, bon Dieu !» L'inspecteur, malgré le danger, s'est approché et tire Giorgio par la manche. Le moment d'éternité, le silence, le vide que Giorgio ressent à la disparition brutale de son ami d'enfance s'efface brusquement pour le plonger dans le moment présent.
le bruit et la fureur. Il sort en rampant de l'Alfa Romeo et se laisse tomber, les mains menottées sur le trottoir, entre l'inspecteur et Matteo. Le nuage de fumée qui émane de la carcasse de la voiture, retenu par le feuillage des platanes, masque les assaillants. Dans cette ambiance apocalyptique, les détonations des armes, le sifflement des balles, leurs impacts sur les carrosseries, confèrent à ce quartier d'ordinaire calme un air irréel de guerre civile. Habitué à ces opérations solitaires, Giorgio, dépassé par la violence qui s'abat sur eux, est recroquevillé contre la carrosserie de la Peugeot. Matteo, accroupi, couvre avec son arme le côté de la rue d'où provient l'attaque. Il tire sporadiquement sur des formes mouvantes qui tentent de s'approcher. L'inspecteur surveille leurs arrières. De l'autre côté de l'Alfa Romeo, en partie protégé par le terre-plein, le conducteur, en rampant, tente de les rejoindre. Un tir mieux ajusté que les précédents l'immobilise, suivi d'un cri de douleur. « Agostini, tu m'entends ? Je suis touché à l'épaule. Je ne peux plus avancer. Matteo, couvrez-moi !» L'inspecteur s'élance, tandis que Matteo, effectuant un tir de barrage, mitraille la rue devant lui. Giorgio se hisse à la hauteur des vitres et suit du regard la course de l'inspecteur. Ce dernier disparaît brièvement de son champ de vision lorsqu'il se baisse pour relever le conducteur. Alors qu'il réapparaît, un bras supportant Agostini, Matteo crie « À couvert ! Grenade !» Un choc métallique sur la carrosserie d'une voiture garée le long du terre-plein suit l'alerte du carabinier. L'inspecteur se redresse pour tirer plus vivement le blessé. La grenade qui a rebondi sur la carrosserie et heureusement roulé sur la chaussée opposée explose. Une pluie d'éclats s'abat autour de l'inspecteur et du conducteur. Lorsque Giorgio se redresse à nouveau, il repère l'inspecteur allongé au milieu du terre-plein, qui se tient le ventre en gémissant doucement. Son supérieur, blessé et exposé aux tirs des assaillants, Matteo appelle Agostini qui ne répond pas. Le carabinier se redresse pour porter secours à l'inspecteur, mais une pluie de balles le force à se replier à l'abri. Il cherche vainement du regard une position de repli. L'inspecteur est blessé. Enlevez-moi ses menottes et couvrez-moi, je vais le ramener à couvert. Giorgio lit la haine dans le regard de Matteo lorsque ce dernier se tourne vers lui, son fusil automatique braqué dans sa direction. Matteo dévisage Giorgio avec suspicion. « Si tu tentes de t'évader, Giocanti, ce sera peut-être ma dernière action, mais je ne te raterai pas. » Giorgio, ignorant la menace, lui présente ses mains menottées. « Vous voulez le sauver, oui ou merde ?» Le carabinier hésite brièvement, intime à Giorgio de se rapprocher, lui retire les menottes et reprend sa position derrière la Peugeot, face aux assaillants. 3, 2, 1, go ! Il mitraille à tout va jusqu'à ce que son chargeur soit vide. Giorgio s'élance vers le terre-plein. Il saisit les pieds de l'inspecteur et, sans ménagement, le tire du terre-plein sur la rue. La tête du policier heurte le sol en passant le trottoir, mais Giorgio ne s'arrête qu'une fois l'inspecteur à l'abri, derrière la Peugeot. Giorgio repart aussitôt chercher le conducteur. Alors qu'il se penche vers lui, il réalise qu'il est mort. Des yeux vitreux, comme les siens, Giorgio en a vu des centaines. Son pied glisse sur un objet. Il saisit l'automatique tombé au sol, sans savoir si c'est celui de l'inspecteur ou du carabinier, et revient à couvert. Accroupi, Matteo surveille la rue devant lui. À terre, l'inspecteur, pâle comme un linge et incapable d'articuler un mot, fixe Giorgio, à qui Matteo tourne le dos sans se douter que ce dernier est maintenant armé. À cet instant, pour Giorgio, qui pourrait tenter sa chance et s'enfuir, le carabinier est une cible facile. « C'était mon dernier chargeur. Si les secours n'arrivent pas maintenant, nous sommes cuits. » Matteo se retourne vers Giorgio pour s'assurer qu'il l'a bien entendu et découvre que ce dernier le tient en joue. Matteo se fige instinctivement. Sa surprise ne dure pas. Le bras de Giorgio poursuit sa course et abat coup sur coup 2 assaillants qui s'étaient avancés en rampant et redressés pour une attaque combinée. Les 2 Picciotti s'effondrent. Matteo est figé comme une statue. Récupérez leurs armes. Nous allons être à court de munitions. Je vous couvre. Giorgio se redresse pour observer les mouvements dans la rue. Matteo, encore sous le choc de la surprise, se retourne lentement et évalue la distance à parcourir jusqu'au corps des Picciotti. Des coups de feu sont soudain échangés à l'autre extrémité de la rue. La fusillade dure peu. Une troupe de carabiniers et de militaires chargés de la protection du palais de justice rejoignent le petit groupe,
bientôt assisté par des véhicules arrivant de toutes les directions dans un tintamarre de sirènes. Éprouvé, Giorgio s'est assis, dos au mur de l'immeuble face à la Peugeot, redécoré par les impacts de balles, le pare-brise éclaté. Il tend l'automatique à Matteo, qui le prend sans rien dire. Le carabinier est assailli de questions par les arrivants. Des ambulanciers prennent en charge l'inspecteur qui s'est évanoui et le corps du chauffeur. Hormis un soignant qui se penche vers Giorgio, s'enquérant s'il est blessé et s'éloigne lorsque ce dernier répond négativement, personne ne lui prête attention. Il pourrait se lever et disparaître, mais il n'en a pas la force. Non pas la force physique, mais morale. Les derniers événements, la mort brutale de Franco, ont achevé de le confronter à sa réalité. Il est arrivé au bout de son chemin. Matteo se campe devant lui. « Giocanti, je n'aurais jamais cru vous dire ça un jour. Vous nous avez sauvé la vie, à l'inspecteur et à moi. C'était courageux de vous exposer pour nous. Je vous remercie. Je regrette pour vos collègues. » Giorgio saisit la main tendue du carabinier. Retrouve Giorgio dans l'épisode suivant et abonne-toi pour ne pas rater la suite du podcast. Les romans Le Calabrais et la malédiction calabraise, la suite du serment calabrais, sont disponibles sur le site des éditions Spinel et sur mon site adrienvigne.com.